Radio 50. Interaction. Jérémy Kitori. Bienvenue à tous les auditeurs de la fréquence visible à ce nouveau numéro d'Interaction. Interaction, comme vous le savez tous, le seul magazine sur l'espace 50 qui vous laisse l'opportunité de vous exprimer en suivant trois principes. Le principe de la liberté, le principe de l'objectivité et bien sûr le principe de la citoyenneté. Nous nous exprimons sans contrainte aucune. Vous êtes libre, Mutatio Mando Kite, vous parlez aisément et librement. Alors soyez objectifs dans chacune de vos interventions et surtout laissez tomber, mettez de côté vos sentiments, vos émotions, mais ne laissez parler que la raison. Et enfin le principe de la citoyenneté, nous sommes censés éduquer et informer bien sûr cette population, puisque cette émission se veut pédagogique. Nous devons donc faire attention à tout ce que nous avançons comme argument, à tout ce que nous sortons comme propos de nos bouches, parce que nous sommes suivis par des millions d'auditeurs, des enfants, des parents, et nous devons vraiment d'être pédagogiques. Alors, c'est le tout premier numéro de l'an 2018, bien que nous sommes à 7 jours, s'il faut que je le dise ainsi, de la fin du mois. Mais nous allons renouer avec nos anciennes habitudes, c'est-à-dire recevoir pour vous, comme d'habitude, tous les mercredis, votre orateur préféré. Il s'agit bien sûr de Guillaume Manjolo. Vous avez tellement réclamé, vous menacez trop, Guillaume Manjolo à Keiwa, puis pourquoi est-ce qu'on ne rediffuse plus, on ne rediffuse, vous avez un rediffusion, il y a interaction au YouTube ça qui n'a Guillaume Manjolo. Bon, c'est pas la peine, on va pas rediffuser parce que il est là dans ce studio pour le compte d'Interaction, pour le compte de nos différentes conférences en direct en tout cas, s'il faut que je le dise ainsi. C'est à distance mais en direct. Donc comprenez que c'est une conférence qui ceux qui ils allaient qui question au salle on a Katia salle, on devrait prendre un stade parce que ce sont des conférences qui sont suivies par des millions et des millions d'auditeurs à travers le monde. Guillaume Manjolo, bonjour, bienvenue et bonne année. Bonjour Jérémy, bonne année. Merci en tout cas. Vous avez passé pratiquement un mois ou deux, s'il faut que je le dise ainsi, d'absence. C'est depuis mi-décembre que vous ne vous présentiez plus. Et aujourd'hui, nous sommes quasiment à la fin du mois de janvier. Donc, c'était un devoir impératif de répondre aux différentes plaintes parce que j'étais harcelé comme pas possible par les auditeurs. Harcelé au plus haut niveau. Il y en a même de ceux qui ont dit que voilà, nous on aime que la politique. Il y a un Tolongoli Guillaume Manjolo Poisolo sous politique. Ah, vous savez, il faut laisser les gens s'exprimer. Bon, d'abord, merci de me rappeler de nouveau que j'ai actuellement certaines obligations vis-à-vis de ceux qui nous suivent. Vraiment. Tous mes vœux meilleurs pour tous ceux qui me suivent depuis un certain temps, qui estiment quand même que la RDC où les Congolais en général et ceux de Kinshasa en particulier ont droit à autre chose que au folklore médiatique portant sur la politique tonitruante, les insultes et tout ce qui est plutôt de l'ordre de la fantaisie. Et on peut permettre aux gens de pouvoir réfléchir par eux-mêmes à travers ce que j'ai appelé la révolte métaphysique, tel qu'elle est décrit dans son texte par Camus. Voilà, donc c'est vrai que j'étais absent pour des raisons à la fois liées à la nécessité de se reposer en fin d'année, et puis des activités d'ordre familial, et sans compter que la quête du savoir m'impose
modestement aller continuer à chercher ici et là les nouveaux textes qui sortent, les anciens textes qui ne sont pas, on n'arrive pas à trouver. Il faut aller chiner ici et là pour trouver ces textes-là et continuer à construire la pensée. Voilà, donc c'est tout ça qui a fait que je puisse être absent, mais je suis là. Je serai là jusque normalement au mois d'avril, si d'une preuve de vie. Et qu'après ça, il est possible que je puisse encore me déplacer de nouveau, toujours dans le cadre de certaines recherches, pour aller vers les endroits où on trouve certains matériaux nécessaires à la construction des concepts. Parce que je suis en train de finaliser un texte assez important et qui portera sur la révolte métaphysique d'un fils vis-à-vis de son père. D'un fils vis-à-vis de son père. Et je suis en train d'hésiter entre les titres à donner à ces textes-là. Mais en tout cas, tout doucement, on tend vers la nécessité de la révolte métaphysique. Les gens qui se révoltent parce qu'ils savent pourquoi ils se révoltent, parce qu'ils ont la notion exacte de leurs droits. Ils ont compris l'essence de leurs droits et par conséquent, ils peuvent se révolter pour réclamer les droits. Donc, on agit par connaissance de cause. Exactement, on n'agit pas par mouvement, par passion, par esprit de groupe. On agit parce qu'on est conscient de ses propres droits. On sait à quoi on a droit exactement et tout ça fait que, après réflexion, après construction de la pensée, on puisse agir en ce moment-là. On assume ce qu'on fait. Donc c'est un peu ça, je suis dans cette quête permanente, qui n'est pas la quête vers la gloire, parce que j'apprends ici, hier d'ailleurs j'en parlais de manière subliminale, mais c'est tiré d'une réflexion très importante d'Erasme, qui s'appelle L'éloge de la folie. Très beau texte. Éloge de la folie, qui rappelle certains principes de la vie. Et je constate qu'en RDC, par exemple, à l'heure actuelle, il y a cette propension à vouloir se glorifier soi-même, s'attirer la sympathie des uns et des autres, au départ d'une posture rigide. Et cette posture rigide, on la trouve à la fois chez l'artiste et musicien, chez les politiques de la majorité, chez les politiques de l'opposition, dans la société civile. Au plus, on est à l'extrême, donc on espère s'attirer la gloire. Or, la gloire dans le christianisme n'existait pas. La gloire, c'est le paganisme. Ce sont les païens qui sont à la quête de la gloire. Un chrétien n'est pas à la quête de la gloire. Vous pouvez traverser tous les textes, et Erasme nous les rappelle, que là on est quasiment à faire l'éloge de la folie. Alors laissez s'exprimer la folie dans toute sa latitude. En ce moment-là, on conviendrait qu'effectivement, nous sommes dans la folie et par conséquent, c'est accepté. Mais si vous dites que vous n'êtes pas dans la folie et que vous êtes à la quête de la gloire, ça pose un problème de compréhension, y compris des conciliations de vos positions avec la vérité qui est la nôtre. Donc voilà un peu l'un dans l'autre. Est-ce que vous avez pu rencontrer certains de vos auditeurs qui vous suivent, qui suivent vos différentes conférences à l'étranger? J'ai rencontré quelques-uns, d'abord au départ d'ici, et puis à l'étranger, j'ai croisé quelques-uns, surtout au sortir de ma dernière émission sur TV5, où j'ai été, pour les uns, à la hauteur de l'équilibre nécessaire et qui est recommandé en RDC au jour d'aujourd'hui, et pour d'autres, j'étais à moi tout seul l'axe du mal en RDC, et que, partant de là, il aurait fallu absolument m'oxyre, donc me tuer. J'ai fait l'objet de plusieurs menaces. Ah bon? Si, il suffit de regarder la page Facebook de TV5, ce qui est la première journée, on était autour de 3-4 000 commentaires. On a frôlé les 10 000 commentaires. Commentaires, j'entends bien, je ne parle pas des vues. Puisque les vues, on était autour des 70 à peu près, ou un peu moins, mais soit 10 000. Mais en ce qui concerne les commentaires directs. Alors, ce qui est assez baroque, c'est que chacun venait avec son commentaire. Il y a qui estimait que j'étais d'une intelligence diabolique, que j'avais appris dans des sectes. Lorsque je faisais mes études à Caen, j'ai fait partie des sectes qui organisaient une pensée maléfique. Et cette pensée-là permet de pouvoir assombrir ou couvrir tous les péchés du monde, et que j'étais les suppôts de Satan.
D'autres qui estiment que j'étais tellement bête comme une chèvre et qu'il aurait fallu ne même pas me donner un micro. Bon, bref, j'ai dit, mais mettez-vous d'accord. Soit j'ai quand même une perception utile de comment on pense, soit je ne l'ai pas. Mais je ne veux pas être à la fois l'endroit et l'opposé. Vraiment. Donc, ça pose un problème de crédibilité de vos pensées. Donc c'est pourquoi j'ai dit que ce sont des pensées baroques. Mais les gens doivent s'exprimer. J'ai les cuirs épais et je peux encaisser, c'est pas un problème. Il faut accepter la critique. Mais j'aurais souhaité plutôt que ce soit la contradiction sur base d'arguments et de la pensée. Mais malheureusement, puisqu'on ne pense plus, et depuis très longtemps en RDC on ne pense plus, donc par conséquent, j'ai pas de souci à ce niveau-là. J'estime quand même écouter les gens dans ces cirques particuliers qui est l'inflation lit parade à l'insulte. Et ça, c'est quelque chose dont la RDC a énormément de talent dans ces secteurs-là. L'insulte, c'est une sorte d'art congolais dont nous trônons vraiment au sommet. Bon, c'est un peu normal qu'on puisse accorder à ceux dont c'est le métier de continuer à faire leur office. Donc ça ne me pose pas fondamentalement le problème, mais ça ne restera pas dans l'histoire. Il me semble que je continue à faire le peu que je peux faire. Je sais qu'il y a beaucoup plus qui suivent, qui écoutent, qui tentent de construire leur propre pensée à travers les matériaux que j'ai mis à leur disposition. Ce ne sont que des matériaux scientifiques, ça ne dépend pas de moi. J'essaie de voir ce que les autres ont fait, d'appliquer ça à la RDC et de proposer que les gens puissent réfléchir par eux-mêmes, pas parce que ce que moi j'ai dit, non, je vous mets en place la codification, les éléments mathématiques de la réflexion et vous permettre de réfléchir par vous-même. Ne suivez pas ce que j'ai dit. Prenez les matériaux que je vous donne. C'est-à-dire, je vous donne les b.a.-ba des mathématiques, c'est-à-dire 1, 2 jusqu'à 9. On ajoute les zéros. Maintenant, vous faites vos propres additions, multiplications, soustractions, divisions, comme vous l'entendez, en regard de ce à quoi vous faites face. C'est ce que j'essaie de faire. Alors, Guillaume Angelot, nous allons rentrer au vif du sujet, dans le vif de notre sujet, parce que, avant votre départ, nous parlions de la culture. Nous parlions de la bêtise qui est au sommet de la culture, s'il faut que je le dise ainsi, en République démocratique du Congo. Mais je suis quelque peu étonné de voir que aujourd'hui, j'espère que vous n'êtes pas sans savoir, qu'il y a un artiste musicien qui vient d'écrire un livre, qui vient de publier un livre qui s'intitule d'ailleurs les petits bonbons de la sagesse. C'est Félix Oazekwa. Alors, il est en train d'essayer de faire en quelque sorte votre approche, là où il explique, il prend d'abord les proverbes, toutes les pensées africaines, il essaye, congolaises plus précisément, que ce soit en lingala ou dans différentes langues, en tout cas c'est le moins qu'il a pu faire. Il est traduit en français et il en ressort des explications claires et nettes. Vous avez déjà eu le temps de voir ce livre, de le lire? Non, malheureusement, lorsque il a commencé la promotion de ces textes, j'étais à l'étranger, et je vais me faire fort de pouvoir absolument y accéder. J'ai du respect pour ces messieurs. Monsieur Oazekwa m'inspire énormément de respect parce que je suis pas très fort en musique congolaise au sens où son aspect festif est pris en considération uniquement. Je suis pour les textes et les contenus des textes surtout. Il me semble que chaque fois que j'ai pu, d'une manière ou d'une autre, écouter ce qu'il disait dans ces textes, pas en rapport avec la musicalité de ce qu'il fait, mais les textes ou les paroles qu'il prononce, puisque de temps en temps, il fait un peu une sorte d'une diction particulière dont il parle simplement, oui. Il fait les paroliers en pleine chanson, et ce qui fait que ces paroles-là, je les écoute avec beaucoup d'attention, et j'aperçois énormément de richesse et de sagesse. Et je me souviens par exemple d'un truc qui m'a ébloui, il disait, nous mangeons tout ce qui a quatre pattes, sauf les chaises et les tables.
Voilà. Mais si vous le prenez comme ça, en rigolant, ça paraît banal. Mais si vous le prenez de manière étymologique, au départ, de ses principes originels même, ou de manière principielle, vous verrez que c'est extrêmement profond. Maintenant, il faut analyser ça. Et ça vient d'où exactement? Est-ce que c'est une base congolaise, d'un des peuples congolais, parce qu'il faut sortir aussi de l'appellation ethnie et rester dans les peuples congolais, puisque nous sommes plusieurs peuples, Dixit M. Kambai, Boacha. Et donc ça, c'est une intelligence qu'il faut absolument mettre en exergue, parce que ça nous rappelle certains principes culturels et cultuels en rapport avec ce que nous sommes. Donc c'est important. Alors, donc quand j'écoute ça, je dis tiens, j'avais jamais pensé à ça. Ces rapports avec l'autre vivant que nous consommons, comment est-ce qu'on peut l'appréhender autrement que par la domestication habituelle? Voilà. Donc, Oisé, quoi, vous donne cette portée-là. Ça paraît banal, mais c'est profond. C'est extrêmement profond. Et j'ai vu, par exemple, l'ancienne ministre de la Justice en France, la Martiniquaise, qui, dans son dernier texte, murmure, je ne sais pas, quelque chose de cette nature-là, avait été reprendre les paroles de plusieurs auteurs des musiques, notamment Brel, Brassens, Ferré et tout ça, incorporé dans un texte pour comprendre l'évolution du temps, la sagesse qu'il proposait. Et il me semble qu'il y a beaucoup d'artistes, je l'ai dit ici plusieurs fois, nous avons une culture extrêmement riche, une sagesse profonde, mais qu'on n'exploite pas. Qu'on n'exploite pas, malheureusement. On n'exploite pas parce qu'on ne met pas en exergue cette nécessité de la pensée congolaise au sens originel. Et je prendrais du plaisir à lire les textes de M. Ozekwa, les petits bonbons de la sagesse, où je vois ici, ils disent que j'appelle les petits bonbons de la sagesse sont en réalité quelques pensées qui nous donnent de la matière dans la connaissance ou la sagesse. Ces bonbons n'ont pas les mêmes goûts selon que l'on aborde tel ou tel sujet, l'amour, les faits sociaux, les croyances, etc. Donc ça paraît déjà dans cette quatrième couverture assez intéressant. Donc non, il faut lire absolument. Il faut lire, aller jusqu'au bout. Il faut toujours aller jusqu'au bout des livres. Donc j'ai pris du plaisir à pouvoir les lire. Et puis je pense que je ferai un commentaire lorsque j'aurai connaissance exactement de ce qui est dedans. Voilà. Voilà. Donc vous disiez, donc je vous laisse continuer. Oui, nous allons faire un petit récapitulatif par rapport à notre sujet que nous avions commencé à développer avant que vous ne partiez, puisque nous parlions de la culture, de la notion, comment on appelle ça? J'ai parlé de la notion alors que je devais parler en fait de la culture de l'excellence, disons, de l'honneur, le sens de l'honneur, le sens de la dignité que nous avons par contre remplacé ou inversé par la culture de la bêtise. Exact. Nous avions parlé de l'inversion, mais fondamentalement j'avais au fait décliné une incursion particulière sur les universités, en déclamant qu'effectivement il n'y avait pas d'université en RDC depuis un certain temps parce que la pensée était absente. Et on a fait la démonstration qu'effectivement il était difficile d'appréhender les choses en RDC de la bonne façon dans la mesure où l'essentiel a été inversé. Donc il faut revenir, sortir de cette obsolescence qui veut que la bêtise passe au sommet, que l'intelligence soit renvoyée en bas de l'échelle. Donc c'est dont on va la fois passée. Et alors on avait prévu de pouvoir passer à un sujet encore plus violent, une considération, une actuelle plus violente encore, qui est l'affaissement, je dirais pas définitif, mais qui nous a conduit globalement à ce que nous sommes devenus aujourd'hui. Cet affaissement passe par 3 prismes. Ça passe par... Mais c'est englobé dans l'absence de la pensée, parce qu'on ne pense plus en RDC depuis très longtemps. On a refusé de penser. C'est trop difficile, c'est trop compliqué. Et là-dessus, je paraphrase ce que disait toujours Nietzsche.
face à sa société allemande sur la pensée, ou dans les crépuscules des idoles. Et je prends ça à mon compte. Il dit qu'il faut réapprendre aux Allemands à penser. Moi je dis qu'il faut réapprendre aux Congolais à penser. Il est vrai que actuellement, la plupart des universitaires ne savent pas quelle est la technique de la pensée, quelle est la logique qu'il faut mettre en place, quelles sont les théories nécessaires, quels sont les exercices à mettre en place pour penser. Nous sommes ceux qui aujourd'hui travaillent de bouche à oreille. On a dit, j'ai transmets. C'est lui qui a dit s'il est de mon obédience, c'est la vérité absolue. Voilà. S'il n'est pas de mon obédience, c'est des mensonges absolus. Donc nous sommes dans cette configuration-là. Ça n'a rien à voir avec la pensée. Et puis, ce qu'il dit est aujourd'hui aussi récupéré par Pascal Boniface dans son texte excellent qui s'appelle « Les intellectuels faussaires ». Et Pascal Boniface dit « Il est très confortable d'être dans les passions contemporaines. Lorsque toute la société dit ça ne va pas, il faut dire aussi ça ne va pas. Et lorsqu'on est intellectuel ou penseur, et c'est pour ça qu'il parle des faussaires, il faut profiter de l'occasion du mouvement de la population qui est en train de dire ça ne va pas sur tel point précis et faire son commerce là-dessus. Et comme on est dépositaire de la parole publique, ça donne du feu à la situation et en ce moment-là, il y a une promotion particulière et une gloire qu'on essaie d'atteindre. Voilà, les grands penseurs entendent dire la même chose que la population. Alors que c'est mensonge et encore mensonge. Et Erasme nous dit, soyez seuls à dire la vérité contre tous. Ce n'est pas un problème. Ce n'est pas un problème. Chaque mensonge, au bout du compte, sera toujours au repos. Résultat, des situations funestes. Mais la vérité, malheureusement, quoi qu'il arrive, elle reste droite. Vous avez dit 1 + 1 = 2. Quand vous arrachez un bras, ça sera toujours égal à 2. Peu importe la situation. Erasme le dit. Avant lui, il y a Parménide qui le dit. Il y a Héraclite qui le dit aussi. Donc, ce sont des choses qu'on doit devoir conserver en permanence. Éviter les passions contemporaines, telles que nous les rappelle Pascal Boniface. Alors, Nietzsche, dans Apprendre à penser, dans ce que je viens de dire ici, par rapport à la nécessité de toute la technique, la théorie, la logique, tous les artifices nécessaires pour l'apprentissage de la pensée, doivent être considérés un peu comme lorsqu'on apprend à danser. Il y a des mouvements, il y a un gestuel qu'on doit devoir organiser, de sorte à ce qu'on soit en harmonie avec les sons. Et quand on pose les pieds, on a l'impression que tous les muscles sont amenés, emportés dans cette dynamique qui est en coordination parfaite avec la musique. Alors là, on a atteint la technicité de la danse. Il suffit de regarder ce qui se passe sur nos plateaux de télévision ou dans nos peuples diversifiés à travers la RDC. Nos danses, la coordination du son et de la danse. C'est toute une technique. Mais la pensée, c'est pareil. On ne pense pas autrement qu'en mettant bout à bout les éléments qui participent à vous permettre d'accéder à une forme de supériorité mentale pour produire quelque chose et éclairer les autres ou s'éclairer soi-même. Héraclite, le soleil. La connaissance et le soleil. Mais la connaissance, pour y accéder, il y a la technicité. On n'y va pas de manière désordonnée, de manière passionnelle. Déjà, on doit se détacher totalement de la passion. Quelque part, Dostoïevski nous dit, la passion est néfaste pour la science, pour l'économie, pour les droits, pour la politique. Pour les choses du monde simple, d'accord, mais pour la construction de ce qui doit mettre en place les éléments de conciliation d'une société, il faut sortir de la passion. Mais malheureusement, en RDC, nous conjuguons sans cesse la passion. L'appartenance aux obédiences est devenue la règle.
Je suis Kassaïen, tout Kassaïen pense comme moi, donc je pense comme tous les Kassaïens. Des syllogismes d'une bêtise absolue, dont les Kassaïens pensent vrai absolument. Peu importe la situation, ils doivent penser vrai. C'est faux. C'est faux. Je suis swahilophone, je ne peux travailler qu'avec un swahilophone parce que si c'est... Donc c'est faux. Telle personne à telle tête est considérée comme étant la douleur de la RDC. Par conséquent, tous ceux qui ont cette tête-là sont la douleur de la RDC. C'est faux. Il faut spécifier au départ des éléments crédibles, des éléments scientifiques pour pouvoir déterminer une règle. Pas sur la passion et le sentiment. Donc, après avoir dit la nécessité de travailler sur les outils de la pensée, tels que j'ai donné quelques éléments ici, je pense que les sujets du jour devaient porter sur effectivement la pensée dans sa globalité, mais par les prismes des trois éléments qui sont la faillite de la RDC. Allez-y. Les premiers éléments qui sont les fléaux de la RDC. Les premiers éléments, c'est la politique. Les deuxièmes éléments, c'est la religion. Et les troisièmes, la musique. Une certaine musique. Pas la musique de nos sources. Pas la sagesse des Wazé, quoi, qui tire de la philosophie congolaise d'origine les éléments de ce que nous sommes, de la congolité au sens profond du terme, que j'ai décrit aussi bien dans ma nation que dans l'homme et la structure. Non, pas celle-là. Mais laquelle? Celle de l'hymne à la bêtise. À la bêtise. En fait, la bêtise est séquencée en deux branches. Allez-y. Il y a celle des pamphlets idiots, c'est-à-dire de l'insulte. Oui. Et celle de l'hymne à la fornication. À la fornication, oui. Donc ce sont là les deux mamelles de la musique congolaise aujourd'hui qui se vend. D'une part des injures et d'autre part le sexe à outrance. Voilà, on a là les deux outils de notre bassesse, alors que quand vous écoutez Wazé, quoi, quand vous écoutez le Karmapa, les textes profonds qui sont là sont bottés en touche au profit des trémoussages des reins. Ce n'est pas mauvais, mais ce ne doit pas être ça les réceptacles de ce que nous sommes. Nous ne sommes pas ça. C'est festif, c'est intéressant, mais ça ne doit pas être le centre de nos préoccupations. Ça doit être l'accessoire. Donc, les deux mamelles de la bassesse de la musique congolaise est là, et c'est ce qui fait affaisser complètement la situation qui est la nôtre. Et dans la religion, on a une réelle difficulté. L'imposture a pris tellement de place. Et là, il y a un texte magnifique de 1508, puisqu'il a commencé en 1508, il doit l'avoir terminé en 1515, de Paul-Henri Thierry, baron d'Holbach, qui s'appelle Traité des trois imposteurs. Il attaque avec beaucoup de violence à l'époque déjà, alors qu'on est dans une époque où le christianisme est très puissant, mais il attaque les trois fondements du monothéisme. Il attaque au même titre Moïse, Jésus et Mahomet. Mais au fond, c'est pas tant ces prophètes qu'il attaque. Il attaque ceux qui font le commerce par la suite avec ce qui a été dit. Et ça me rappelle, entre parenthèses, l'antéchrist de Nietzsche. Entre les messages que Jésus donne et la transcription de ces messages par la suite et les commerces qu'on en fait par la suite. Il y a deux mondes. D'où il sort de cette conception-là en disant non. Cette morale qui consiste à pouvoir non seulement utiliser les gens incitaires pour leur proposer un avenir meilleur dans l'au-delà.
pose un problème. C'est une sorte de supercherie d'une escroquerie particulière. Parce que personne n'a été là. Quel est ce Dieu dont le seul devoir c'est de punir ou de rendre heureux, mais ces punitions et ces bonheurs se situent seulement dans l'au-delà. Donc vous faites ceci pour l'au-delà. Vous faites cela pour l'au-delà. Et ceux qui disent ça n'ont pas l'expertise de l'au-delà. Voyez où se trouve la supercherie. Donc ils ont cette arrogance particulière de vous expliquer l'au-delà sans l'avoir expérimenté. Alors que personne n'est revenu d'entre les morts. Voyez-vous, c'est ça la grande difficulté. Et Holbach essaie d'expliquer ça, le baron d'Holbach essaie d'expliquer ça assez justement, même s'il va un peu fort, parce que bon, après tout, même dans ma sensibilité chrétienne, j'ai fait appel au texte de Saint Paul, qui rappelle la nécessité de la science, sans cesse. Soyez éclairés par la raison. Ne sortez jamais de la raison. À la fois, il faut ajouter la raison. La connaissance, oui. C'est extrêmement important, c'est dans les textes. Est-ce que cet aspect-là, d'ajouter la raison à la foi, est-il enseigné? Non. Nous sommes dans un mouvement d'obscurantisme profond où on demande aux gens d'avoir juste la foi. Juste la foi. Pas la raison. C'est un crime. Dédaigner à quelqu'un à qui on a dit au début du texte que Dieu créa l'homme à son image. Puisque Dieu n'a pas d'image, comment pouvons-nous décliner les faits de cette image? Les faits de cette image, c'est la capacité qui vous est donnée à travers votre cerveau d'être en mesure de transformer votre environnement à travers votre cerveau. Vous êtes un autre créateur. Vous êtes un créateur. Dieu crée un créateur. C'est pour ça qu'on peut faire des avions, qu'on peut aller sur la Lune, qu'on peut faire des choses qu'on ne pouvait pas imaginer. Ça aussi, c'est un autre aspect que nous n'avons pas eu le temps d'apprendre dans nos églises. Mais parce que... Dans la chrétienté. Mais c'est ça où la faillite, l'affaissement dont je parlais. L'affaissement dont je parlais. Parce que quand tout le monde parle de l'image de Dieu, on voit tel que nous sommes là. Deux bras, deux jambes, une tête. Mais non. Voilà. C'est pas ça l'image de Dieu. Dieu n'a pas d'image. L'iconographie, normalement, est proscrite par rapport à Dieu. Parce qu'il n'y a pas d'image. Quasiment tous les textes monothéistes, aussi bien les musulmans, les chrétiens que les juifs, ont proscrit l'iconographie. On ne peut pas identifier Dieu à travers un dessin. Ce qui est fait au Vatican, c'est du paganisme. Et le Vatican a été parmi les premières institutions à être contre la raison. En tuant Galilée, par exemple, qui avait trouvé des solutions par rapport au fait que la Terre tournait, on a dit non. Et ça traîne comme ça. Donc, les simples d'esprit dont on parle, c'est pas les simples d'esprit au sens où, donc ils iront au paradis, au sens où ils croient sans voir et ils doivent écarter la raison. Non. La raison doit être incorporée parce que la raison participe à l'idée de l'image de Dieu. Alors, ces pauvres, quand on dit heureux les pauvres en esprit, car le royaume des cieux leur appartient, ils font allusion à quoi? Ou la Bible fait allusion à quoi? Vous êtes dans une dimension de la tropologie particulière. La plupart des gens qui disent ça ne savent même pas de quoi il s'agit. La construction de la théologie est basée sur un processus très très long qui commence par l'étude des tropes, dans la tropologie, qui est une branche très importante de la logique et argumentation, qui vous apprend les figures de style. Et chaque figure de style est composée d'une manière à appréhender une situation ou une autre. D'où vous avez des métaphores, des syllogismes, ainsi de suite et tout ça. Alors, cette phrasée particulière n'est pas à expliquer au sens littéral. Parce que très souvent, vous avez tous ces pasteurs qui vous expliquent au sens littéral. Il faut décomposer ça morceau par morceau pour en faire la vraie chanson et comprendre de quoi il s'agit. C'est-à-dire que l'accès à la divinité nécessite de se détacher par la divinité. La divinité.
de se détacher de la raison. Par moment. Par moment. Ici, il s'agit de dire, voilà, je suis sur la planète parce qu'il y a quelque chose qui s'est passé pour que je sois là. Et par conséquent, je dois confier ça à une divinité. Mais pour que je confie à la divinité, il faut que je me détache de la raison, son sens de la construction des choses matérielles. Parce que la raison est toujours liée au matériel. C'est-à-dire que tout ce qui peut être démontré de manière matérielle, donc c'est ça qui est raisonnable. Alors il faut se détacher de ça. Donc le simple d'esprit là, c'est le détachement entre la raison et les spirituels au sens de la foi simple. Mais ça ne dit pas que le fait que vous ayez cru que Dieu existe, parce que vous êtes détaché de la raison, sur ce point-là précis, ça vous impose de vous détacher définitivement de la raison. Non. De savoir qu'effectivement il y a une divinité qui est là, supérieure, une puissance supérieure, supra-terrestre, c'est votre foi. Ça vous engage, c'est très bien. À vous entendre parler, je comprends que vous rejoignez quelque peu ce que disait Socrate, que c'est quand sa vie prend fin que commence l'existence de Dieu. Oui, mais c'est pas vraiment ça. C'est pas vraiment ça. C'est-à-dire que c'est pas tant que la vie prend fin, parce que lorsqu'on est dans la croyance, on ne pense pas que la vie prend fin. Et d'ailleurs, c'est là, c'est les contre-pieds de ce que vous dites. C'est le fait de considérer que la vie va continuer après la chair. C'est tout simplement ça. Sous une autre forme. Une autre forme, parce que mon âme participe à la divinité. C'est une part de la divinité qui est en moi. Maintenant, il faut faire la part des choses entre cette ligne du temps et du corps humain, physique et spirituel. On met ça de côté et il y a la raison à part. La raison vous permet de pouvoir vivre au quotidien. Le fait que vous croyez que vous irez au paradis ne vous empêche pas d'être raisonnable dans tout ce que vous faites. Il s'agit de ça. Absolument. Donc, dans le même texte, on vous dit les faibles d'esprit, ou les simples d'esprit, si vous voulez. Et dans le même texte, on vous dit attention, ne vous détachez jamais de la raison. De la raison. À la fois, il faut y ajouter la raison. Oui, donc il faut rester. C'est pour ça que les catholiques ont l'avantage de faire un cursus beaucoup plus intéressant, beaucoup plus profond, beaucoup plus structuré que les autres. Il y en a peut-être, mais bon, je ne connais pas très bien. Ce que je connais le mieux, c'est la démarche des prêtres catholiques et tout ça, du petit séminaire, en passant par les grands séminaires et tout ça, toute cette formation très très dure, rigide dans la pensée profonde. Et là, on découvre effectivement il y a beaucoup de choses, même si l'esprit du secret, des compartimentations de certaines choses reste toujours là. Cette rigidité du catholicisme est toujours en présence, mais néanmoins il y a une formation très aboutie des catholiques. Mais bon, pour les autres, j'ai un problème parce que tant qu'on n'a pas fait ces cursus-là, on se rabat sur une escroquerie qui est celle de l'esprit. J'ai été visité par l'esprit. Mais là aussi, on comprend rien. Vous avez été visité par l'esprit. Quand vous entendez les gens qui ont été visités par l'esprit, vous lire la Bible, mais c'est de manière littérale. Or, on vient de dire ici qu'elle n'a pas été écrite de manière littérale. Du début à la fin, Jésus ne parle pas normalement. Il n'y a pas le moindre passage où Jésus dit les choses normalement. Il a parlé comme Moisé, quoi. Plein de paraboles. Les paraboles, ce sont les figures de style faisant partie de la tropologie. Voilà. Donc, il n'y a pas que les paraboles, il y a d'autres aussi figures de style. Oui. Mais bon, on a retenu parabole, c'est le plus facile. Mais comment vous pouvez dire littéralement ce qui avait été dit en figure de style si vous n'avez pas les compétences pour pouvoir les interpréter? Donc, cette histoire de l'esprit, personne n'a contrôlé si c'était vrai ou c'était faux. Or, ce qu'on peut contrôler, c'est lorsque une formule, c'est-à-dire quand on dit Jérémie a les yeux, les jambes, la parole et les rires. Or, tous ceux qui ont les yeux, les jambes, la parole et les rires sont des hommes. Donc, Jérémie est un homme. Le syllogisme parfait. Le syllogisme parfait, oui. Voilà.
Donc, c'est applicable à une situation. Mais vous nous dites, l'esprit m'a dit. Mais l'esprit vous a dit, expliquez-nous tout ce qu'il y a dans les textes, au sens de la topologie précise, parce que l'esprit vous inspire. Et là, vous naviguez. Ce sont des révélations, des inspirations. Posez une question, je ne vais pas donner la réponse aujourd'hui, à quelques-uns de vos pasteurs. En quelle langue étaient écrites les premiers textes de la Bible? La majeure partie en tout cas, répondent que c'était écrit en grec, en hébreu, alors que Jésus parlait araméen, il y avait beaucoup de... Mais là, quand vous parlez de Jésus, vous parlez de plus ou moins 1400 ans après. Après, oui, Moïse, la sortie de l'Égypte. Voilà. C'est 1400 ans. Parce qu'il faut fixer les temps avec Ramsès II. Voilà. Qui est le contemporain de Moïse. Oui. Donc les 10 commandements commencent là, cette période-là. Maintenant la question, quelle est la langue qui a été utilisée en ce moment-là? Il n'y a que... Hiéroglyphes. Je ne peux pas donner des réponses pour l'instant. Posez des questions, on vous dira. Parce que c'était en Égypte. Puisque c'était en Égypte. Donc, je vous recommande d'aller discuter. Donc, on ne va pas débattre là-dessus. Bon, vous nous avez donné les outils nécessaires. Vous verrez dans quelle mesure il y a la forfaiture dans l'approche des choses. Il faut aller questionner, c'est pourquoi je dis la nécessité de notre approche par rapport à la science, notamment aux outils anciens. Il faut passer par la philologie. La philologie congolaise doit être mise en place. On doit avoir un département en charge de ça pour savoir d'où viennent nos croyances, d'où vient que la RDC a toujours été un pays ou un espace monothéiste. C'est particulier. On doit savoir pourquoi. Pourquoi est-ce qu'on a eu accès à Dieu assez facilement que les autres, monothéistes? Parce que la correspondance de Léopold II est claire. N'allez pas leur apprendre Dieu, ils les connaissent déjà. Ce n'étaient pas les prêtres qui nous l'avaient appris. On les connaissait déjà. Mais comment est-ce qu'on l'a connu? Comment est-ce qu'on a les signes, notamment de l'Égypte antique en RDC, qu'on retrouve dans la partie Est et tout ça? Toutes ces choses-là. Vous savez, il y a un jeune qui m'a posé tout récemment une question. Oui. On dit que c'est Diego Cao qui a découvert l'embouchure du fleuve Congo. Mais Diego Cao a été conduit à cette embouchure par les autochtones. Donc c'est pas lui qui a découvert, mais ce sont les autochtones qui ont découvert par contre. Et je savais pas quoi répondre. Mais quand Diego Cao arrive, il trouve qu'il y a déjà un commerce qui s'organise, oui, et que le royaume lui-même était déjà organisé. Il part d'où à où? Du Gabon jusqu'en Angola. Oui. Donc, s'il part du Gabon jusqu'en Angola, c'est que les gens se déplacent. Oui. Donc, en vertu de quoi il sert les découvreurs si les gens sont en train de se déplacer d'un endroit à l'autre? Parce que si les centres du royaume se trouvent au niveau de la RDC actuelle, donc il est normal et requis qu'un royaume doit être gouverné à travers, au départ du centre, en envoyant des expéditions là et là et tout ça pour amener. Ce qui fait que c'est une forfaiture. Mais encore faut-il l'écrire et l'enseigner. Vraiment. Il ne suffit pas de pouvoir revendiquer sans pour autant mettre ça sur papier avec des outils précis, scientifiques. D'où il vous faut votre propre philologie pour pouvoir appréhender le matériel de ce que vous êtes et porter ça à la connaissance. Comment est-ce qu'on peut comprendre qu'un pays comme le nôtre, 58 ans après l'indépendance, nous n'ayons toujours pas des outils de compréhension de ce que nous sommes, au départ de ce que nous sommes? Créateurs de mathématiques à travers le bateau de Nishango, on trouve des statuettes d'Osiris dans la partie Est, on ne sait pas par quelle magie c'est arrivé là. Ah oui, en or, dans la partie Est, récupéré par les Belges, sont partis avec. Comment ça s'est trouvé là? On part du principe que les mathématiques sont parties de la RDC vers l'Égypte. Il faut aller visiter les travaux éventuellement de Cheikh Anta Diop pour comprendre qu'est-ce qu'il en dit exactement, ou si c'est arrêté, ou est-ce que nous on doit prendre les relais, parce que là ça nous concerne directement. Et la partie qui correspond à l'idée même de l'Éden ou du paradis devrait se trouver dans la partie Est de la RDC, parce que les sources du Nil s'y trouvent, oui. L'abondance en eau, en nourriture, en végétation s'y trouve, les espèces rares s'y trouvent.
Cheikh Anta Diop l'a vraiment démontré. Oui, mais on a à la fois les froids et les chauds, on a la neige dans cet espace-là, on a quasiment l'essentiel de la synthèse de la planète. Mais pourquoi on n'a rien fait jusqu'aujourd'hui? Quelles sont les recherches qui ont été lancées depuis 58 ans? Rien. Quelle est la machine qui a été mise en place? Rien. Nous sommes dans les choses accessoires en permanence. La quête du lucre, la quête du pouvoir, la quête de la gloire. La danse du ventre, comme vous le dites. On n'a que ça. Et après, nous sommes prêts à pouvoir nous battre dans la rue pour montrer que bon, tel doit prendre les pouvoirs, pas tel autre. Oui, mais ça, nous sommes d'une prouesse particulière dans ce domaine-là. Mais en ce qui concerne la réflexion profonde, la pensée, comme Nietzsche l'a dit, les outils de la pensée nous permettant d'apprendre à danser, à transmettre tous les flux dans les muscles pour comprendre qu'effectivement la technique est parfaite et qu'elle est en harmonie avec les sons et la musicalité, elle n'existait pas. La pensée n'existait pas. Donc la RDC doit réhabiliter la pensée, profondément réhabiliter la pensée, de sorte à ce qu'on puisse en sortir. Tout ce qu'on fait ici, là, toutes les revendications que vous entendez matin, midi, soir, sont temporelles et passionnelles. Vous prenez, vous donnez... Je m'en souviens encore, les grands discours extraordinaires de la fin des Mobutu et de la suite idyllique. On connaît la suite. Et aujourd'hui, nous sommes dans la même rengaine. La même rengaine. Tant que vous n'avez pas la formation des jeunes joueurs à partir de la base, dès la naissance, les gens qui ont pas un don particulier, on les prend en charge, on les nourrit comme il faut, on les loge comme il faut, et on les met dans les centres pour les former à travailler dans un sport particulier, notamment les footballs, qui grandissent dans ce domaine-là et tout ça, pour en faire des grands joueurs, vous n'en aurez pas. Vous aurez des exceptions. C'est pareil pour gérer un État. Un État sans pensée, ce n'est pas un État. Vous pouvez faire ce que vous voulez. Vous pouvez avoir tous les diamants que vous voulez. Vous pouvez avoir les gens de très bonne foi qui viennent pour gouverner. Vous ne serez jamais un État au sens où la pensée doit coordonner, structurer, organiser et promouvoir un État. Guillaume Mongeau, vous avez cité 3 éléments très essentiels, la politique, la religion et la musique. Vous avez parlé de la musique, suffisamment parlé de la religion, mais qu'en est-il de la politique? La colonisation belge n'a fait que confirmer une sorte de tradition particulière de l'autorité, des droits naturels, si on veut appeler ça ainsi, des droits divins, des chefs traditionnels, et l'accès aux moyens financiers en ne faisant rien. C'est ça la politique congolaise. C'est-à-dire que les gens, à part les pères de l'indépendance, qui ont lutté pour la liberté, pour s'affranchir, parce que c'est un mouvement global au niveau de l'Afrique. On voit ce que dit France Fanon d'un côté, on voit ce que dit les Kwame Nkrumah de l'autre côté. Ils sont nombreux, les Sékou Touré et autres, dès le jeune âge. Dans la partie Est, les Kenyatta et autres, tout ça. Donc, on voit qu'il y a un mouvement global, et au niveau de l'Afrique centrale et australe, le mouvement a né vraiment la pièce maîtresse. Oui. On est dans une démarche différente de la libération. Ce que j'explique dans ma nation. Ayant franchi ce moment-là, alors on se rebat sur ce qu'on a appelé les évolués. C'est quoi l'évolué? C'est celui qui avait été fixé comme étant... Bon, mon père faisait partie des évolués, entre parenthèses. Donc, je crois avoir vécu, parce que je suis né un peu après, mais tous les bénéfices de cette situation-là. Ce sont les gens qui avaient été formés, organisés, pour pouvoir remplacer ou être à côté des Européens, pour atténuer ou calmer la situation et ne pas sombrer dans la demande de l'indépendance assez rapidement. Il fallait le mettre à l'aise. En fait, il fallait créer une classe bourgeoise, congolaise, qui serait les tampons entre l'Occident ou l'occidental, l'occupant, et la base, qui était plutôt dans la souffrance et dans la misère.
C'est ce qui a été fait. Mais cette classe d'évoluer a fait l'appel d'air après l'indépendance à ceux qui prétendaient aussi atteindre ce niveau-là. Maintenant, la course était vers les lucres, les bien-être. Les lucres et les bien-être n'étaient pas dans l'effort. Parce que si vous constatez très bien au niveau de la RDC, et la répercussion se voit, ou la photographie se voit en Belgique aujourd'hui, les Wallons ou les francophones qui est venu ici a toujours joué au maître. Il ne faisait pas grand-chose, il commandait en permanence. Mais il vivait dans l'opulence tout en commandant. Sur les terrains, on avait les Flamands, qui étaient les maîtres d'ouvrage pour l'essentiel, qui accompagnaient les Congolais sur le terrain, sur les chantiers. D'ailleurs, dans la plupart des provinces, dans l'arrière-pays, vous trouverez des vieilles personnes qui parlent un peu flamand. Les mots qui sont utilisés pour traverser une rivière, ne pas trouver les gens en train de se laver, c'est notamment Bazop, et ainsi de suite et tout ça. Donc, ce sont les mots flamands parce qu'ils étaient en contact permanent avec les Flamands qui étaient sur le terrain, les peuples travailleurs. Les peuples francophones étaient les peuples rois qui décidaient, qui avaient l'autorité sur la Belgique et sur la RDC, qui commandaient. Et les Flamands étaient derrière, comme étant la deuxième classe. Et ça se voit aujourd'hui, avec les temps, que les Flamands, qui a toujours été travailleurs, s'est mis à travailler très durement, a construit son espace, veut même son indépendance, a fait des universités, s'est enrichi largement. Et le peuple francophone s'est appauvri parce que il n'a plus une sorte de classe des travailleurs à sa solde. Et le Congo a copié exactement ces peuples-là, donc les leaders congolais a copié ces peuples-là, qui veut qu'on ne fait rien. Donc on rentre en politique pour avoir de l'argent. On veut de l'argent, on veut la gloire, on veut être excellence. On veut la bourgeoisie. Oui, mais sans pourtant faire les parcours. Je le dis dans un texte, dans L'homme et la structure. La bourgeoisie, c'est une construction minutieuse. On n'est pas bourgeois à la première génération, on l'est à la troisième ou à la deuxième, au minimum à la deuxième génération. Pas à la première génération. On construit une base familiale. On lègue à son fils, à ses enfants, à sa fille, lesquels vont léguer à leurs enfants par une méthodologie précise, la rigueur dans le travail dans un domaine précis, l'amour et la passion pour ce travail-là. Et par la suite, on transmet ainsi de suite et tout. Donc on gagne à la sueur de son front, tel que dit la Bible. On gagne parce que on a maîtrisé les paramètres du domaine dans lequel on est investi. Mais c'est pas ça la RDC. La RDC, je le dis toujours dans les textes L'homme et la structure, on loge quelque part au fin fond de Kimbantseke, on est pieds nus, du jour au lendemain par les truchements des négociations, des compromis, compromissions, on est excellence, monsieur le ministre. Alors là, on déploie ses dents des carnassiers pour aller croquer dans les trésors publics et faire en sorte d'être comme les autres. Donc, de Kimbantseke à la Gombe, à ma campagne. Le bon est trop grand. Il est énorme. Ce qui fait qu'on est focalisé à pouvoir se construire une identité bourgeoise et qu'on n'a pas sa propre identité déjà. Donc, on évacue ce qu'on a été. On a honte même de ce qu'on a été. Ça, c'est très très bien dit par Richard Hogarth dans La culture du pauvre. Un texte énorme. Donc, on refuse absolument de reconnaître ce qu'on a été. On a honte de son passé. On ne veut même pas qu'on en parle. On ne répond plus au téléphone à ceux qu'on connaissait dans le quartier. Ce n'est pas le fait d'avoir été formé à l'UNIKIN qui fait de vous quelque chose d'extraordinaire, mais c'est le fait aussi de votre entourage direct. Donc, quand vous prenez bout à bout tous ces éléments, vous découvrez effectivement, on a un problème de classification, de compartimentation des classes sociales en RDC. Les petits chégueyères qui étaient encore dans la rue, par les truchements d'une belle chanson et tout ça, se trouve au sommet de son art, se trouve aussi à ma campagne. Ce qui fait que, contrairement notamment dans les années 50 ou 60, où les évolués pouvaient, et on proscrivait absolument qu'ils puissent s'étrémousser sur n'importe quelle musique, les évolués pouvaient danser la cha-cha-cha, la rumba, la salsa, et ceux qui étaient encore dans la classe sociale un peu plus basse, s'évertuent à faire d'autres danses. Mais à l'heure actuelle, vous avez le même humour
au sommet de la République. La même danse au sommet de la République qu'en bas de l'échelle. Une société ne doit pas être comme ça, elle doit être compartimentée. Mais pour qu'elle soit compartimentée, il y a un parcours à pouvoir accomplir. Il y a un parcours pour atteindre les sommets. Donc il y a une confusion même. Elle est grande, la confusion. On ne sait plus distinguer l'évolué au moins évolué ou non, paysan. Non, il n'y a plus rien. Chaque entité sociale doit être organisée en forme de classe sociale. C'est-à-dire, pour accéder à la classe supérieure, il y a des efforts à fournir. Soi-même, ses enfants par la suite. Et on y prend du plaisir parce qu'on a fait l'art et l'industrie, les temps et l'industrie. Les temps nécessaires, l'industrie, c'est tout ce qu'on produit soi-même pour atteindre un certain niveau. Son propre travail s'appelle l'industrie. Ok, l'effort. Voilà, cet effort s'appelle l'industrie en termes conceptuels. Les temps et l'industrie. Ça a été lancé par Oswald Spengler, qui est un cynique de la période de Weimar. Très très bon auteur. Les déclins de l'Occident notamment, qui fait partie de ses textes, l'homme et la technique. Bon bref, c'est pour dire à quel point c'est nécessaire. Bon maintenant, il nous vient un travail très intéressant qui est produit sur la situation politique générale sur la planète, mais particulièrement dans nos entités politiques en Afrique, par Achille Mbembe, qui s'appelle les politiques de l'inimitié. Donc, chaque entité, chaque groupe politique structure sa pensée politique contre l'autre. L'autre est son ennemi. Aussi bien l'Européen part du principe que l'Afrique c'est son ennemi, qui doit les doter, les dompter, l'utiliser. Aussi bien dans les petites structures au niveau des pays comme les nôtres et des entités politiques, de la compartimentation sociale et politique, l'inimitié est devenue les socles de la pensée politique. On ne peut pas exister politiquement si on n'a pas un ennemi. Il faut créer son ennemi. Mon ennemi, c'est les laïcs. Mon ennemi, c'est la majorité. Et puis on va compartimenter au niveau de la majorité. Dans la majorité, mon ennemi, c'est plutôt celui-là, pas l'autre. L'autre moyennement. Donc il y a des degrés d'ennemis. Mon ennemi, c'est l'opposition. Telle opposition, pas l'autre. Voyez-vous? Donc on est dans une compartimentation particulière, dans une inflation d'inimitié qui est devenue la nature même de la gestion politique. On ne peut plus faire la politique sur base d'un programme, d'un projet, de la structuration du pays, parce que, j'ai dit que j'ai englobé tout ça dans la pensée, faute des pensées, on est dans les sentiments, et ces sentiments convergent vers l'inimitié en permanence. Tout ce que nous vivons actuellement est basé globalement sur ça. Il y a Maman, vous connaissez Maman? Oui. Qui dit qu'en Afrique, il n'y a pas d'homme d'État, il n'y a pas de politique ou de politiciens qui travaillent pour l'intérêt de la population. Ils sont tous les mêmes, que ce soit ceux de la majorité, tout comme de l'opposition. L'idéal dans une entité politique, c'est de permettre la pensée d'éclore. Alors là, vous avez fait le travail qu'il faut faire. L'espace qui a permis cette opportunité particulière, ça a été la Grèce antique. L'Égypte a failli, comme l'Afrique, dans son ensemble. L'Égypte avait la technicité requise, la science la plus élevée, mais l'Égypte a eu les cultes du secret. C'est-à-dire que les Égyptiens, au lieu et en place de donner cette science aux Égyptiens, c'était conservé par un groupuscule restreint, très restreint, oui, autour de la royauté. C'était devenu une sorte de science mystique. Voilà. Et seul pouvait avoir accès l'étranger. L'étranger venait accéder à cette science, on lui montrait la puissance égyptienne, il repartait avec la science en dehors de l'Égypte, pour exercer cette science en dehors de l'Égypte, pas en Égypte. D'où la faillite. Et vous voyez, dans tout ce qu'on a fait jusqu'aujourd'hui en Afrique, on parle toujours de l'initiation. Il faut initier tel. Non, on ne doit pas initier, on doit ouvrir la pensée
au plus grand nombre. Vous voyez? Donc, on n'a pas fait ça. Les grands hommes, je l'ai dit ici plusieurs fois, les grands hommes, c'est celui qui, par sa capacité extraordinaire, lui conférée par Dieu, peut éclairer les autres par son génie. Et éclairer le plus grand nombre par son génie. C'est lui qui met en place les institutions de la production d'intelligence pour permettre à faire éclore les cerveaux des uns des autres. C'est ça les grands hommes. Donc on en est là pour l'instant. Mais malheureusement, lorsque les chefs d'État en général en Afrique sont très mal entourés, puisque la plupart du temps ce sont des courtisans. Et ils approchent les chefs de l'État pour lui dire comment garder le pouvoir. Ils ne l'approchent pas pour dire comment on construit et rester dans l'histoire. C'est ça la grande différence. Il n'approche pas le chef pour lui dire comment servir son peuple. En fait, il y a l'idée de rester dans l'histoire. J'entends encore jusqu'à aujourd'hui les cris de Joseph Kabila. Je suis mal entouré, j'ai pas 5 personnes. J'ai pas 15 d'abord, et puis j'ai pas 5. C'est énorme. C'est énorme. Mais si moi j'étais parmi les collaborateurs de Joseph Kabila, quand j'entends mon proche collaborateur dire qu'il lui manque 5 ou qu'il lui manque 15 personnes, ben, je démissionne. Hein. Je démissionne. Si je suis l'homme qu'il lui faut, il me rappellera. Il y a plusieurs éléments qui contribuent à prendre une décision dans ce cadre-là. Tout le monde n'a pas accès au chef. Malheureusement. Et il y a les spécialistes de la barricade. Vous, par exemple, vous n'avez pas accès au chef. J'ai pu le voir à quelques occasions dans le cadre des activités de la SADC. Voilà. J'ai fait mon travail, j'ai fait mon office. Ça arrête là. Est-ce que mon expertise doit lui être présentée directement ou ça doit passer par les filtres des X, Y et tout ça? Voilà. Bon. Donc c'est ça. Vous savez, gérer une entité politique comme la nôtre, très complexe et tout ça, recommande que ceux qui approchent du soleil puissent quand même mettre des passerelles pour accéder au soleil, de sorte à ce que le soleil brille encore un peu plus. Mais s'ils estiment qu'ils sont les seuls à pouvoir conserver ça, bon, c'est leur droit aussi qu'il y ait part. Et je le dis dans L'Homme et la structure, lorsqu'on y est arrivé par ses propres moyens, on n'a pas besoin qu'ils autres. Il y a ce qu'on appelle aussi le syndrome de l'autobus. Beau concept qu'il faut comprendre. Vous voyez, quand les gens montent dans l'autobus, celui qui rentre en dernier, s'il reste un peu d'espace, il ne veut pas que quelqu'un d'autre entre. Parce qu'il veut garder cet espace-là pour être à l'aise. N'est-ce pas? Oui. Alors, chaque fois qu'on veut ouvrir la porte, il bloque. Il ne veut que personne d'autre en monte. Donc, les chauffeurs sont obligés de fermer la porte pour repartir. Ok. Donc, il n'y a pas de place. Alors qu'il y a encore de la place. Mais il ne voudra pas que quelqu'un d'autre monte pour garder le plus possible d'espace pour lui tout seul. Ça s'appelle le syndrome de l'autobus. Très beau concept. Ben alors, c'est ce qui s'applique très souvent en Afrique, un peu partout. Il est de vous? Non, il n'est pas de moi, c'est un auteur européen. Et ça s'appelle le syndrome de l'autobus. Donc, ce sont des concepts à pouvoir conserver, ça c'est important. Alors qu'on devrait par contre appliquer la loi du brasier. Plus vous en mettez des bois, plus le feu s'attise. Exactement, c'est ça au fait la démarche qui serait la plus appropriée à notre situation. Parce que la RDC a besoin de l'intelligence pour produire, transformer. Toutes les intelligences. Et quels sont les mécanismes à mettre en place? Il faut que tout le monde participe pour dire voilà, il nous faut très rapidement la TVA, la vraie TVA. Nous allons souffrir pendant 2 ans au minimum, mais au bout de 2 ans, on aura l'argent RDC, direct. Parce que l'activité est prolifique en RDC, dans l'informel, il faut formaliser ça et taxer, mettre dans la caisse de l'État. Et transférer cet argent sur la grande construction de la RDC, dans les infrastructures, dans les universités, dans l'armée, dans la discipline même, l'ordre et tout ça, mettre ça là-dedans. Dans les salaires décents, mettre ça là-dedans. On bricole depuis une 50aine d'années. Guillaume Monjolo, vous êtes vraiment un bel orateur et à vous suivre, on n'a pas du tout besoin de mettre fin
à cette conférence, mais le temps nous est imparti et fait défaut toujours. Alors je vais rappeler aux auditeurs le numéro par lequel ils peuvent interagir en direct de cette émission avec nous, c'est le 00243 pour tous ceux qui sont à l'étranger, le 85 48 18 346. Voilà, nous allons prendre cet auditeur. 50 la radio interaction. Bonjour monsieur Dofi, depuis la commune de Kinshasa. Ouais, bonjour mon frère Jean, comment? Ça va bien monsieur Dofi, j'espère que vous allez bien. Oh. Ah, super bien. Je salue aussi mon maître Manjol. Bonjour monsieur Dofi. Ah, très content de vous attendre. Maître, je ne sais pas, est-ce qu'il n'y a pas moyen aussi que vous puissiez nous faire l'historique de l'Église catholique en Afrique et particulièrement ici en RDC? Si vous êtes documenté sur ça, pour les mercredis prochains, si Dieu nous prête vie, pour que vous puissiez nous parler vraiment de l'Église catholique. Parce qu'on a vraiment besoin de ça, oui. D'accord, merci beaucoup monsieur Dofi. C'est ça ma préoccupation. En tout cas, merci. Voilà. Monsieur Dofi veut que vous parliez de l'historique de l'Église catholique. J'espère que vous n'allez pas seulement nous raconter l'histoire comme font d'autres personnes, mais vous allez vraiment entrer même dans les parties les plus secrètes, nous fournir d'autres révélations telles que vous venez de le faire en disant que, en nous parlant de ce principe de l'image de Dieu, que beaucoup ne connaissaient pas, moi en particulier. Je vois, on nous avait dit que l'homme était créé à l'image de Dieu et nous, on voit directement 2 bras, 2 jambes, une tête, les membres, ainsi de suite. 00243 pour tous ceux qui sont à l'étranger, le 85 48 18 346. Je salue l'intelligible maître Monjolo et présente mes vœux les meilleurs pour 2018. Que Dieu le bénisse et toi aussi, Kitori, et toute la famille, que vive l'interaction. Oh, merci beaucoup. 00243 pour tous ceux qui sont à l'étranger, le 85 48 18 346. 50 la radio interaction. Bonjour Ndeko Jacques Akele. Ouais, bonjour monsieur Jérémy Kitori. Je salue aussi maître Guillaume Manjolo. Bonjour monsieur Akele. Vraiment ma contribution, hein. Vraiment je te félicite d'abord parce que tu veux dire des choses vraiment que nous vraiment on n'a pas vraiment dans la tête. Vraiment félicitations, courage, je te donne vraiment 10 sur 10. Merci. Il n'y a pas même débat. Merci beaucoup. Merci Ndeko Jacques Akele. Voilà, il dit 10 sur 10, il n'y a pas débat. Bon, ça, c'est son point de vue, on le lui concède. 00243 pour tous ceux qui sont à l'étranger, le 85 48 18 346. C'est le numéro du standard. Il est opérationnel, nous attendons les différentes réactions par SMS ou directement par appel. Alors, il y a une question qui m'était posée par un autre auditeur ici, mais dont j'oublie encore le nom. En fait, c'est par rapport, il dit, quand il a vu le livre de Félix Oisé, quoi, les petits bonbons de la sagesse, il dit, mais voilà qui vient de répondre à la préoccupation, en partie en tout cas, de Guillaume Monjolo, qui dit tout le temps, pourquoi est-ce qu'on n'arrive pas à traduire nos connaissances, les connaissances que nous avons en lingala, dans nos dialectes, en français ou dans d'autres langues, pour les mettre à la portée de tous. Et voilà que Félix Oisé, quoi, vient de faire le premier pas. Espérons que d'autres vont lui emboîter le pas, en tout cas. Non, mais je félicite, je l'ai dit dès le départ, qu'effectivement j'étais content de voir que tout texte qui peut être produit en RDC, je suis partisan. Je lirai, je parcourrai, et puis bon, on verra ce que ça contient, on critiquera, et puis de sorte à ce que les personnes aillent encore un peu plus loin. Donc il n'y a pas de souci à ce niveau-là. D'accord.
Malheureusement, monsieur Moïse est parti. J'espère qu'il va rappeler 00243 pour tous ceux qui sont à l'étranger. Le 85 48 18 346. C'est le numéro du standard. Nous allons prendre tout justement 2 derniers appels avant de laisser conclure Guillaume Monjolo. Mais en fait, bon, nous parlons d'abord cet auditeur. 50 la radio interaction. Bonjour monsieur Moïse depuis Rond-Point Gaba. Bonjour papa, bonjour aussi à notre invité. Bonjour. Moi j'ai compris ce qu'il a dit. Il a parlé de la religion. Dans cette religion, il y a un problème de la culture. Après la culture, il y a un problème politique comme il a un peu souligné. Bon, moi je voulais prendre un aspect seulement religion. Hein. Bon, vous savez que nous avons adopté ce qu'on a vu, la religion européenne de chrétienté, mais nous avons un problème de mettre ça en pratique. Vous savez que nous les Africains, on a eu à avoir beaucoup d'ethniques dans nos avenirs. Et les Blancs, ils ont essayé à nous aider. Aujourd'hui, nous sommes réconciliés. Mais ce qui nous fait mal, parce que nous voulons enjamber tout à la fois. Et quand nous voulons enjamber tout à la fois, c'est ce qui fait défaut et on s'embrise. Moi, j'ai voulu qu'on puisse se focaliser sur certaines histoires qui pourra peut-être faire l'évolution pour nous les Africains. Si autre aspect que je voulais prendre, c'est seulement sur l'agriculture et l'élevage. Vous savez qu'on a voulu prendre la science. Aujourd'hui, nous voulons être comme les Français. Et les Français, ils sont venus de très loin. Il y a des révolutions françaises, ils ont même les États-Unis aujourd'hui, vous voyez que 52 États, c'est devenu un État. Ce n'était pas facile. La Chine qui a au moins un peuple plus de milliards, qui s'organise, qui se met... Il y avait une voie qu'ils ont commencé. Ce n'était pas l'agriculture. La voie de développement, c'est l'agriculture. Mais nous sommes dans un pays où nous avons presque tout. Nous avons des forêts, problème de changement climatique, nous sommes bien supportés. Et nous avons des terrains qui sont en jachère jusqu'à aujourd'hui, qui ne sont pas exploités. Et nous voulons toujours parler de développement. Et sur ces points-là, moi j'ai compris que même Dieu qui a créé ce monde ne pourra pas nous pardonner. Parce que comme si nous avons négligé ce que lui avait fait. Il a créé ce monde, ce n'est pas dans un seul jour. Il a créé ça dans des siècles. Parce que quand vous prenez un jour est égal à 1000 ans, c'est-à-dire qu'un siècle est égal à 100 ans, vous calculez les siècles, c'est trop. Donc, il faut se mettre au travail. Et même dans des églises, aujourd'hui, c'est les écoles. Mais pour aller faire les chants, s'organiser, quelqu'un qui a 10 000 ans, il ne sait pas s'organiser, il ne sait pas comment encadrer ses brebis. Vous voyez, c'est un problème sérieux. Nous avons des pasteurs, excusez-moi, pour les offrandes, les dîmes, mais pour les sociales, pour ces chrétiens, ils ne s'en occupent pas. Ils peuvent acheter une voiture de 10 000, 15 000 $, mais les chrétiens sont pauvres. C'est de même en politique. Les pays très riches, la population pauvre. Ce n'est pas normal. Et concernant ce qu'il a parlé de la politique, vous voyez, la politique aujourd'hui, c'est pas quelque chose, je tiens toujours à dire que c'est quelque chose qui ne nous appartient pas. Surtout la démocratie. Nous avons adopté cela. Nous voulons que cela, nous puissions avancer avant, mais en respectant, en se supportant. C'est ce que j'ai voulu expliquer par là. Merci vraiment. Merci à vous, monsieur Moïse, depuis le Rond-Point Gaba. 00243 pour tous ceux qui sont à l'étranger, le 425 48 18 346. Nous attendons le tout dernier auditeur pour laisser conclure, en tout cas, Maître Guillaume Monjolo. Bon, en attendant que ce tout dernier auditeur se manifeste, vous avez la parole, Maître. Oui, je commencerai par l'histoire de la demande de M. Dofi. C'est un travail pointu de pouvoir parler plutôt substantiellement de l'histoire, l'historique d'une part, et ses conséquences à la fois au plan spirituel et au plan politique de l'Église catholique, son cheminement à ces jours. C'est très délicat. On ne peut pas s'arroger les droits de pouvoir travailler sur ce type de sujet en une semaine. Ça demande une très forte documentation. Malheureusement, la RDC ne produit pas, n'a pas des structures où on peut se documenter assez facilement. Donc, permettez-moi de faire un tour en Belgique. Je sais que c'est le seul endroit. C'est le seul endroit où je peux accéder à
à la substance me permettant de pouvoir élaborer ce que je peux présenter. Je ne peux pas me permettre cette facilité-là de venir ici, déblatérer des bêtises au motif que bon, je suis pour ou contre tout ça. Je suis chrétien, je suis catholique, mais il y a des choses que j'approche à cette église depuis sa naissance. Hein? Est-ce que les gens savent quand même que l'église a été à la base de la structuration de toute l'Europe, s'est imposée en tant que telle, en tant que première institution qui dictait sa loi sur l'Europe. Les droits canons étaient les droits applicables. C'est pour ça que vous avez des églises partout au niveau de l'Europe. Il y a eu des guerres terribles sur base de cette conception ecclésiastique. Il y a eu l'Inquisition, il y a eu les schismes avec au niveau de l'Angleterre, avec au niveau aussi de l'Allemagne. Il y a eu beaucoup de choses qui sont passées avec l'Église catholique pour atteindre ça. Donc les rois qui se soumettaient à l'autorité de l'Église et tout ça. Donc c'était assez particulier jusqu'à la Révolution. C'était difficile jusqu'à ce que un pays comme la France dise voilà, bon, séparation définitive entre l'Église et l'État. Donc l'Église était l'État, faisait partie de l'État et dictait sa loi. On ne pouvait pas être roi si on n'était pas consacré par le Vatican. Donc il y a toutes ces choses-là. Il ne faut pas voir seulement l'aspect au niveau de l'Occident, il faut voir, plutôt de l'Afrique, il faut voir aussi au niveau de l'Occident. L'Église avait soumis quasiment l'entité terrestre à son autorité. Et dès que Constantin a compris qu'effectivement il fallait chercher le christianisme pour l'amener sur l'Europe et puis imprimer cette conception de la divinité unique, de sorte à soumettre un peu ou à organiser autrement la société occidentale. Ça a été opérationnel, ça l'est encore jusqu'à aujourd'hui. L'Église a participé pendant la période de la Première et Deuxième Guerre mondiale. L'Église est beaucoup citée. Et on parle des accointances avec le nazisme. Et puis l'Église a sauvé quand même, a fait tomber le communisme, notamment en Pologne et pour le reste et tout ça. Les murs de Berlin tombaient, notamment grâce aussi à l'Église. Bon bref, c'est une très longue histoire qui est très politique, extrêmement politique. Bon, la situation qui est la nôtre, l'interprétation malheureuse au fait de la situation de Noé, hein, Genèse 9, 25 et suivant, partant du principe qu'effectivement la malédiction des Canaan, hein, la descendance des Cham était la base de notre bannissement en tant qu'humain dans l'espace de l'humanité au fait. Et cette conception des races est tirée d'une approche, d'une mauvaise interprétation des textes ou orientée des textes bibliques. Tout ça, et la soumission, l'esclavage, la colonisation, toutes ces choses-là, d'une manière ou d'une autre, ont été conceptualisées par certains courants au niveau de l'Église. Donc voilà, c'est pas évident de pouvoir en parler comme ça au niveau de la RDC. Il faut prendre ça de manière globale et puis après, par les truchements ou par les prismes de la RDC par la suite, comme étant une conséquence dans la globalité, la globalisation de la propension plutôt de ce que l'Église a fait sur la planète. Donc c'est assez particulier, il faut du temps. D'accord, nous allons prendre le tout dernier auditeur parce que je le vois appeler là. 50 la radio interaction, rebonjour. Oui, rebonjour. Mais c'est Maître Manjolo. Oui. Vous êtes un chercheur. Mm-hmm. Vous êtes un chercheur, c'est votre rôle. Nous sommes là pour être instruits par vous. Donc, vous devez faire votre rôle. Je vois comme si vous avez peur, M. Manjolo. Vous avez peur de quoi? Hein? Donc, faites votre rôle, s'il vous plaît. Merci beaucoup. Voilà. Monsieur Dauphin, non, je vais vous dire, en fait. Non, c'est pas. Vous savez, on n'a qu'une mort et qu'une vie. On peut pas, si on doit la perdre aujourd'hui par un accident, par autre chose, ça arrive. Non, simplement, il faut. La science recommande une approche différente de la passion. Je sais que l'ère du temps aujourd'hui permet de pouvoir se critiquer les uns les autres. Ce que je viens de voir reprocher ici en disant que moi je ne veux pas sombrer dans l'inimitié. La politique de l'inimitié, mais faire un ennemi quelconque sur lequel je dois taper et tout ça, c'est pas, je sais pas, je suis incapable, je suis incompétent pour ça. Je suis pas outillé pour faire ce genre de procédures. Même ceux qui m'insultent, je les insulte pas. Je dis merci, c'est bien, peut-être que vous m'avez pas bien compris, mais c'est une opinion. En fait, souvent j'ai dit que c'est une opinion, parce que ce n'est qu'une opinion, ce n'est pas la vérité. Ce que vous dites contre moi, c'est juste une opinion, c'est pas la vérité. La vérité absolue, c'est tout ce qui est écarté du mensonge, même de la poudre, une poussière de mensonge, c'est ça la vérité absolue. Est-ce que vous la détenez? Il me semble que non. Donc ici, je vous dis, je viens de vous tracer là, monsieur Dauphy, les éléments qui construisent une pensée et un cheminement de l'Église catholique. Il faut commencer à partir
de l'an 70 et remonter avant de donner un avis sur comment est-ce que tel concile a participé à faire ceci. J'avais la fois passée expliqué quelque chose de précis en ce qui concerne la controverse des Valladolid et la soumission du noir en tant qu'animal. La chosification du noir. C'est tiré de la Bible par une interprétation de Sepulveda par rapport à Las Casas. Ce sont les réalités qui sont là. On leur a demandé, l'Église a décidé, c'était ça. Donc ça c'est précis. Donc si j'avais d'autres éléments, en ce qui concerne la RDC aujourd'hui, je pourrais le dire, mais je n'ai pas ces éléments-là. Permettez-moi d'aller chercher. Je ne veux pas vous dire des choses par l'effet de l'esprit. Bon, maintenant, en ce qui concerne, M. Akele, il n'y avait rien, il a dit qu'il était content de ce que je faisais, donc merci infiniment. Et M. Moïse, je comprends la chaleur avec laquelle il s'exprime et la passion qui l'anime en parlant de l'agriculture, la Chine, les USA et tout ça. Mais vous devez savoir, monsieur Moïse, que ce qui précède l'agriculture et tout le reste, c'est d'abord la pensée, la connaissance. Il faut comprendre comment est-ce qu'on doit cultiver, les saisons, les produits et tout ça. Ça doit se structurer sur base de la connaissance. Les techniques. Toutes ces techniques doivent être confectionnées, déposées. Les Chinois font ça depuis 4000 ans. Les plus grands penseurs chinois, les deux plus grands penseurs, sont à la fois Confucius et Lao Tse. Ce sont eux qui nous ont produit, par exemple, la volonté de puissance qui a été récupérée par Schopenhauer et par la suite par Nietzsche. C'est dire à quel point ces gens ont pensé. Lorsqu'ils ont pensé faire la muraille, la grande muraille de la Chine et tout ça, c'est encore personnel parce que ce sont des vrais architectes qui ont construit pour tout le temps. Hein, un peu comme les vrais architectes ont fait des pyramides. C'est une formation, c'est une étude. Ça s'apprend. C'est par la connaissance d'abord. Si vous n'avez pas de connaissance, vous ne pouvez ni cultiver, ni conserver, ni transformer, ni par la suite commercer. C'est impossible. Il faut d'abord la connaissance. Focalisez-vous sur la connaissance. Il faut que nos écoles puissent avoir des centres de recherche fondamentales et appliquées de sorte à ce qu'on puisse maîtriser la connaissance et par la suite transformer nos produits. D'abord produire un peu plus, les transformer, commercer, consommer nous-mêmes. Il n'y a que ça comme possibilité. Les USA sont aujourd'hui les réceptacles de la connaissance la plus élevée de la planète. C'est pour ça qu'ils sont numéro 1. C'est pas parce qu'ils ont les armes, parce qu'ils savent fabriquer. Pour les fabriquer, il faut avoir la connaissance. Ils avaient Internet dans les années 40 déjà. Est-ce que vous imaginez ça représente pour quelle avancée? Ils sont partis sur la Lune. C'est la connaissance. Et toutes les saisons, ils ont tous les produits qu'ils veulent. Parce qu'ils ont la connaissance, ils maîtrisent tout ce qu'il faut faire. Donc c'est la connaissance. La Chine passe la connaissance. C'est pas autre chose. Vous ne pouvez pas partir du principe qu'on a ceci. Non, mais on a ceci, ça ne veut rien dire. Déjà, on a sauté des étapes. Figurez-vous que l'Afrique centrale a beaucoup de retard parce qu'elle a l'habitude de sauter des étapes. Par exemple, nous n'avons pas domestiqué les animaux pour les traits et pour les transports. On a sauté une très importante étape de l'histoire. La plupart des gens autour de nous et à travers le monde ont compris qu'il ne fallait pas marcher pour se fatiguer, il fallait monter sur des bêtes. Il fallait domestiquer ces bêtes-là pour monter dessus, ces bêtes et puis partir. Et on passe d'étape en étape. J'ai dit ici, le temps est l'industrie. Il faut du temps, maîtriser, avancer. On saute trop d'étapes. Ça devient quasiment une sorte de nouvelle nature chez nous. On part de Kimbantseki, on a son petit diplôme en poche, des licenciés en je sais pas quoi là, tout ça. Et paf, on est ministre. On n'a jamais été conseiller, on n'a jamais travaillé, on n'a jamais rien fait de sa vie. Ou bien on est quelque part parce qu'on est parenté de tel ou tel être, ou pas, on veut être telle chose. Mais il y a quand même un parcours à pouvoir observer. Vous ne pouvez pas sauter d'étape. Et regardez. Mais qu'est-ce que ça fait si l'enfant marche directement sans pour autant marche directement à deux pieds, hein, sur ses deux jambes, se tient debout sur ses deux jambes et marche sans pour autant faire les quatre pattes? Et il aura un problème des os. Il aura un problème des os, obligatoirement. Et c'est un enfant qui aura un problème par la suite. Croyez-moi, demandez tous les médecins, ils vous diront. Il y a des étapes à pouvoir absolument accomplir avant d'atteindre. Parce que vous solidifiez d'abord les os en vous mettant en quatre pattes, d'abord en rampant, sur les fessiers, à quatre pattes, et ainsi de suite. Donc, il faut un parcours pour solidifier l'ossature. Pour ça, d'ailleurs, vous avez la nourriture appropriée pour donner plus de calcium aux os, de sorte à ce que ce soit solide, ainsi de suite et tout ça, et qu'on diminue au fur et à mesure que les os deviennent solides. Alors, vous ne pouvez pas comme ça avec les os flagellés, un peu mous,
commence à marcher. Donc il y a quelque chose qui ne va pas. Mais avec le temps, il y aura un problème. Et c'est ce que nous connaissons aujourd'hui. Nous sautons des étapes énormes. Donc surtout en politique, c'est là où il y a la faillite monumentale. On ne peut pas. J'ai été dans les ministères, dans 2 ministères, puisque c'était la coopération par la suite, coopération affaires étrangères. Monsieur Jérémy, être conseiller dans un ministère, c'est énorme. Ça vous prend de l'énergie, du travail, de la réflexion. C'est pas ce qu'on constate de nos jours et surtout dans d'autres ministères. Hein. Si vous voulez faire une émission sur l'intégration régionale, au jour actuel, je peux vous donner tous les éléments que j'ai construits depuis 2008-2009 à ces jours sur l'intégration régionale. Je fais partie des l'ossature de la République dans cette construction-là. CEAC, SADC, COMESA, de tous les actes qu'on a accomplis. Parce qu'il fallait avoir la maîtrise parfaite. Pas seulement par rapport à la RDC, par rapport aux autres pays membres. Donc la position de la RDC devait être défendue en regard de tout ce qu'on avait comme maîtrise. On ne peut pas s'amuser dans ce domaine-là. Donc ce qui fait que si j'avais été nommé ministre de l'intégration régionale, alors que je n'avais jamais été conseiller ni fonctionnaire, attends, je ne sais pas ce que je dois faire. Donc je dois écouter ceux qui savent, qui doivent me dire, et je dirai tout le temps oui parce que je ne sais pas. C'est comme un aveugle, hein? Bien entendu. Vous vous laissez conduire par le premier venu. Oui, mais vous imaginez la gravité de la situation. Vous n'avez jamais travaillé avec un stylo, donc assis à un pupitre, en train de réfléchir comment est-ce que vous devez composer un dossier, l'orienter, faire une note verbale. Vous ne savez pas tout ça. Et vous êtes bombardé ministre, ou premier ministre, peu importe, au motif que bon, il y a un compromis politique. Vous faites comment? Et si maintenant, puisque la plupart du temps, l'homme et la structure les déclinent, ces gens-là s'entourent toujours des gens qui sont les plus faibles, moins intelligents qu'eux, parce qu'ils doivent les applaudir, trouver qu'ils sont les plus intelligents. Et par conséquent, ils ne peuvent pas produire. Et là, au royaume des aveugles, le borgne roi. Ben voilà, et puis la République s'affaisse de plus en plus. Il faut voir la composition de cabinet en RDC. Nous approchons lentement et sûrement vers une république de, comment on appelle ça, de l'idiocratie. Bon, je ne serai pas excessif à ce niveau-là. Il y a beaucoup d'intelligence en RDC. Malheureusement, elles ne sont pas utilisées. C'est ça le problème. Les intelligences sont étouffées, sont écartées pour laisser place vraiment à la bêtise. Mais imaginez-vous quelqu'un comme Moudimbe, là où il se trouve aux États-Unis, où il est adulé, qu'on lui dise, écoute, ton pays n'a pas d'intelligence. Personne ne peut lui dire ça. On dira, vous n'êtes pas organisé, tout simplement. C'est l'organisation plutôt. Ce n'est pas l'intelligence qui manque, c'est l'organisation subtile, pointue, en regard des profils précis, pas un regard plutôt des accointances d'ordre clanique, d'ordre linguistique. Puisque je suis arrivé dans certains endroits, par exemple, on estimait que, ah oui, mais ça m'est arrivé presque partout, que je n'étais pas un bon Congolais parce que je ne parlais pas lingala. À d'autres endroits, on m'a dit, mais oui, vous êtes avec nous, mais vous ne parlez pas swahili, comment ça se fait? Exactement, oui. Vous ne parlez pas swahili, ça pose un problème en termes de crédibilité parce que ça présente un profil de quelqu'un de l'extérieur qui n'a rien à voir avec nous. Et je suis parti chez moi à Luisa, on m'a reproché d'être un oiseau parce que je ne savais pas parler la langue locale. Ça a été une campagne, mais d'une violence absolue contre moi. On disait, voilà, bon c'est un produit étranger, il est venu ici pour prendre un mandat et puis il va partir en Europe. Donc, en fait, imaginez-vous que les candidats à la députation nationale à Luisa déclaraient que j'étais parti prendre un mandat à Luisa pour l'amener à Bruxelles. Alors, comme les pauvres paysans du coin ne savent pas comment ça fonctionne, il a cru qu'effectivement, mon travail était celui d'aller prendre un mandat pour l'amener en Europe et prendre l'argent qui devait être donné à ces postes-là et tout ça, le consommer en Europe. C'était ça. Parce que bon, il ne parle pas notre langue, il n'a rien à voir avec nous, il peut rien produire pour nous. Ah oui, il ne confondait pas avec son père. Son père, ça a été un leader ici, il a fait pour nous, il a participé à l'acte de l'indépendance, ça a été un évolué, bref. Il a été celui qui a ouvert les territoires de Luisa en tant que premier administrateur. Très bien. Mais c'est pas lui. Nous allons conclure avec vous, Guillaume Monjolo, mais je vais quand même lire le tout dernier message. Bonjour Maître Monjolo, bonjour Jérémy Kitori. Voilà, il s'agit de Comtesse Matouba. Je suis l'une de vos grandes admiratrices. Seulement, je sais que vous n'êtes pas le seul Congolais illuminé, mais est-ce que
vous avez déjà eu le temps de partir à la recherche d'autres illuminés comme vous? Bon, déjà, illuminés, c'est un mot assez particulier. Les illuminés sont les gens qui sont un peu spirituellement dans une sorte de folie. C'est ça, les illuminés. Attention, il ne faut pas dire donc. C'est un terme pas. Je comprends ce qu'il veut dire. Elle veut dire par ça. Éclairé. Donc, bon, voilà, éclairé plutôt, moyennement éclairé. Je ne peux pas m'arroger. La gloire, c'est du paganisme. C'est trop d'humilité de votre part. Non. Je suis encore un scarabée, comme j'ai toujours dit. Je suis dans un parcours. Il me faut aller un peu plus loin pour pouvoir prétendre à quelque chose. Et d'ailleurs, c'est pas maintenant, c'est la postérité qui dira, à travers ce que j'écris, ce que je propose comme piste de solution à ma société, qu'on dira si j'ai été à la hauteur ou pas. Bon, de mon vivant, ça n'a presque pas d'intérêt du tout. C'est peut-être me mettre mal à l'aise. Il y a très peu de gens de leur vivant qui sont reconnus par leur talent. On les reconnaît quand ils sont morts ou quand ils sont crucifiés. Alors voilà. Donc, je pense que non, il y a des très grandes intelligences. Je viens de citer là, par exemple, Monsieur Moudimbe, une grande intelligence, Monsieur Likiam Bokolo, qui me paraît être oui. Je vois Bofane et Jean Bofane qui écrit très très bien, qui est dans un autre registre très romancé, qui écrit très bien. J'aime beaucoup ce qu'il écrit. J'ai lu les mathématiques congolaises, très beau texte. D'ailleurs, j'ai emprunté quelques éléments dans mes références, tellement que c'était beau. L'histoire qui est un chauffeur de taxi expliquait des trous et ainsi de suite, qui disait voilà, lui s'il était ministre tout de suite il changeait tout ça, donc chacun pouvait s'arroger les droits de transformer les choses parce qu'il était frustré de voir que rien n'était fait à ce niveau là. C'est comme j'ai entendu pas plus tard qu'hier que les chefs d'État prenaient en charge la salubrité de la ville de Kinshasa. Oui. C'est hallucinant, on en est là et personne démissionne quoi, personne démissionne, on en est là. Donc ce sont ces types des choses assez comment dirais-je, assez sérieuse qu'on devrait quand même prendre en considération si la connaissance était en exergue. Mais malheureusement, la connaissance est bottée en touche au profit du folklore sans cesse et essayons de pouvoir apporter plus de connaissances et d'éclairage aux uns aux autres de sorte à ce qu'on réfléchisse un peu autrement, tout simplement. Et non, la comtesse Matouba a totalement raison. Il faut s'approcher des uns des autres. J'essaie de faire. Et je suis en contact avec un professeur d'université qui pour l'instant il est à Paris, avec qui je converse sans cesse. Je suis en contact avec Kambaï Boacha. Kambaï Boacha un peu moins, c'est à distance. Monsieur Moubimba par exemple, qui écrit, avec qui je suis en contact. Je suis en contact avec son nom est parti. Il est DIRCAB actuellement. Il est professeur, il est DIRCAB actuellement au ministère de l'Intérieur. Et Monsieur Makengo, c'est à Paris. Donc, il y a l'actuel directeur du ministère de l'Intérieur, qui est l'ancien conseiller spécial, l'ancien recteur de l'université de Lubumbashi, avec qui je suis en contact aussi. Donc, nous discutons, nous partageons un certain nombre d'éléments par rapport à la connaissance. Mais pourquoi ne pas créer un cadre fédérateur ou un cercle de retrouvailles où vous pouvez vous retrouver ne serait-ce que 2 fois l'an, une fois le semestre ou une fois le trimestre, pour essayer de penser comment apporter un changement positif dans le chef de la République ou des dirigeants congolais? La difficulté en RDC, c'est l'institutionnalisation des structures. Dès que vous lancez ça, ça perturbe tout. Et à un moment donné, on commence à vous demander d'orienter votre pensée dans une direction ou dans une autre. Je suis un esprit libre. Des tendances, donc. Oui, je suis un esprit libre. Je préfère avoir à penser autrement que par un canal précis. J'ai envie d'avoir des faisceaux de pensées qui soient orientés de manière différente en fonction de ma sensibilité du moment et la recherche sur laquelle je me trouve. Donc je me refuse de pouvoir faire partie d'une institution. Et d'ailleurs, quand on me dit, voilà, essaie de pouvoir rapidement défendre la thèse et tout ça et commencer à enseigner, je dis non, j'ai pas envie de faire ça. Ça ne m'intéresse pas d'être institutionnalisé dans une université en train d'apprendre, de donner cours, ça m'intéresse pas. Ça ne m'intéresse pas, je préfère garder ma liberté, de critiquer, de m'autocritiquer, de me flageller personnellement d'abord, et puis d'avoir un regard sur la société qui soit un regard de plus en plus critique.
Vous allez conclure, hein, parce que on a fait déjà signe. Il y a Aziza depuis Selembao qui vous dit, qui dit bonjour Jérémy et Maître Manjolo, juste pour vous féliciter, Maître Manjolo, pour ses enseignements et lui et l'encourager, ainsi que toi pour ce magazine. Merci, excellente à vous. Mais, merci beaucoup, Monsieur Aziz, pour cette... C'est une dame. Ah, c'est Madame Aziz. Madame Aziz, merci infiniment. Finalement, je suis plus suivi par les dames que par les hommes. Malheureusement, elles appellent un peu moins. Oui. Ou elles n'ont pas la précipitation d'aller sur le téléphone comme les hommes. Oui. Non, merci infiniment pour cette faveur. Donc, il n'y a rien à dire de spécial. On a dit l'essentiel aujourd'hui. Je pense que ça a permis aux uns aux autres d'être éclairés par rapport aux 3 thèmes que j'ai ici déclamés, à la fois la politique, la religion et la musique, dans leurs aspects les plus fétides, qui font que l'absence de la pensée fait affaisser tous ces domaines qui doivent normalement être des domaines de la grande réflexion, de la structuration de notre société, mais malheureusement qui dépérissent par faute de connaissances. Il y a un autre auditeur qui demande à ce que la semaine prochaine vous puissiez en tout cas parler des grandes pensées ou des grandes intelligences congolaises. Je ne sais pas comment est-ce que vous allez faire ça, mais en tout cas il veut que vous puissiez parler de ça. Bon, on va voir. Je suis en train de vouloir travailler un peu sur Mudimbe. Ça me taraude sans cesse. Et laissez-moi le temps de le faire. Vous savez, sur commande, c'est pas évident. Je préfère faire un cheminement en fonction de ce que j'ai fait déjà. D'accord. Mais je pense que le travail que je dois faire maintenant, c'est un travail sur Mudimbe. Et je voulais aussi faire un travail sur Achille Mbembe, hein, notamment les textes que je viens de dire ici. Mm-hmm. Et il y a quelques auteurs africains. Mais je dois privilégier Mudimbe d'abord. Il faut que je travaille sur Mudimbe. Donc, dès que j'aurai terminé ce travail, je pourrai venir pour parler de lui, de son œuvre, de sa pensée, de ce qu'il fait exactement, pourquoi il est fait, où il est fait, dans quel contexte et tout ça. Et ça serait intéressant, il me semble. D'accord, merci beaucoup. C'en est fini pour cette interaction. Merci à vous, Guillaume Manjolo, d'avoir répondu à notre invitation et surtout que c'est la toute première émission en 2018. Et merci à tous les auditeurs qui ont interagi avec nous. Nous avons parlé de cette grande problématique, bien que nous n'avons pas épuisé toute la matière. J'espère que nous allons récapituler cela à la prochaine émission. Merci à Dofi depuis la commune de Kinshasa, Monsieur Jacques Akele, Monsieur Moïse au rond-point Gaba, Madame Comtesse Matouba, Aziz Kayembe également. Merci à vous. Merci aussi à mon équipe technique. Là, je vois directement Ardilou Sambo qui a assuré la réalisation de cette interaction et Mervé Ndaka ainsi que à tous ceux qui nous suivent de près comme de loin, à l'intérieur du pays comme à l'extérieur. Vous avez été nombreux et je fais un clin d'œil particulier à Patrick Hakem qui est de l'autre côté de la baie vitrée. La rediffusion c'est à 23h juste après la grande édition du journal. Vous suivrez Interaction et moi je vous retrouve vendredi prochain à 9h05. Demain c'est jeudi, demain vous suivrez également Interaction mais pas avec moi, ça sera avec ma consoeur Ariana Mboum. Portez-vous bien et bonne suite de programme sur Radio 50. Radio 50. Interaction. Jérémy Kitori.